Bonjour, bienvenue tout le monde pour ce nouveau webinaire Oversea. On va attendre une poignée de secondes pour permettre à tout le monde de se connecter. On est ravis en tout cas de vous retrouver. On renouvelle un format de webinaire similaire au précédent qui a eu lieu début mai sur un format très orienté sur vos questions-réponses parce que ça a été très apprécié. Donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Le thème aujourd'hui sera la situation en Chine qui intéresse nombreux d'entre vous, mais aussi pour aller un peu plus loin, des recommandations sur d'autres trades qui peuvent vous intéresser. Je vous propose qu'on se lance. Je commence par vous présenter nos intervenants du jour. Héloïse Roux, que vous connaissez certainement si vous avez déjà participé à des webinaires, qui est une des expertes maritimes d'Oversea, qui se concentrera aujourd'hui sur les sujets d'import. Et Louis Gass, expert maritime également chez Oversea, qui vous parlera des sujets plutôt export. Et moi-même pour transmettre vos questions à la fin du webinaire. Si certains d'entre vous sont nouveaux aujourd'hui, bienvenue déjà. Et pour rappel, donc Oversea est un commissionnaire de transport digital qui exerce depuis plus de 7 ans maintenant pour optimiser la supply chain de nos clients. Nous avons plusieurs centaines de clients dont vous voyez quelques exemples ici. Et nous sommes présents sur 3 continents aujourd'hui, donc Europe, Asie et Amérique du Nord. Pour le plan d'aujourd'hui, donc comme je l'évoquais, je vous propose un format avec une présentation très courte sur les 2 sujets qu'on a évoqués, une dizaine de minutes, et puis vraiment passer plus de temps sur vos questions, 15 à 20 minutes tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à bien poser vos questions dans l'espace prévu à cet effet en bas à droite de votre écran, et nous tâcherons de répondre le plus précisément possible à toutes vos questions. Voilà, donc pour commencer, je vais m'adresser à Héloïse sur le sujet de la sortie d'Asie qui intéresse beaucoup d'entre vous. Donc, Héloïse, est-ce que tu peux nous faire un tour d'horizon de la situation, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, en sortie d'Asie, vous le savez certainement, mais on est dans un marché qui se dégrade vraiment de jour en jour. Premièrement, la capacité est en forte tension à cause de plusieurs facteurs. La nouvelle route via le Cap de Bonne-Espérance et l'allongement des transit times, la restructuration des services par les compagnies maritimes et les blank sailings qui sont toujours maintenus. On estime pour le mois de juin, pour vous donner un ordre d'idée, que la capacité disponible sur le trade, elle est d'environ 10% moins importante que l'année dernière à la même période. Cette baisse de la capacité, elle est couplée à une hausse de la demande, en tout cas une demande en très nette hausse, qu'on estime à environ plus 9% par rapport à l'an dernier à la même période. Et on a 2 raisons principales qui expliquent cette hausse de la demande. Première raison, rappelez-vous, on a déjà eu une très belle hausse des taux en début d'année, en janvier, et à ce moment-là, les importateurs ont décidé de reporter leur cargo, de le reporter à plus tard en espérant une baisse des taux. Et aujourd'hui, force est de constater que les taux n'ont pas tellement baissé et que maintenant, il devient urgent de refaire des stocks en Europe. Et la deuxième raison, c'est que l'allongement des transit times a conduit les importateurs à anticiper les stocks et donc à déplacer la peak season un peu plus tôt dans l'année, donc elle a démarré à peu près au mois d'avril cette année. Et donc, dans un contexte où l'offre est en baisse et la demande est en hausse, forcément, les prix montent de manière assez spectaculaire depuis quelques semaines. On a l'index Freightos, qui est un index parmi d'autres, mais qui a bondi de 17% en une semaine, ce qui est vraiment une très très forte hausse. On a des compagnies maritimes qui annoncent des PSS, donc des peak season surcharge, des GRI, donc des augmentations générales des tarifs, à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et pour vous donner un ordre d'idée, à peu près, sur le mois de juin, on entend déjà des compagnies qui publient des taux à plus de 8 000 $, ce qui est bien sûr à la fourchette haute. Nous, on estime que la moyenne des taux va se situer aux alentours des 6 500 $ sur la première quinzaine de juin. C'est une très très belle hausse des taux par rapport à ce qu'on a connu avant. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on est dans une situation qui se rapproche quand même énormément de ce qu'on a connu en Covid. Oui, effectivement, ça fait quelques semaines que sur sur l'industrie, on parle beaucoup de mini épisode Covid. Tu as parlé de hausse spectaculaire, Héloïse, je trouve que le mot est bien choisi. Et donc dans cette situation vraiment inattendue que nous vivons, c'est compliqué de voir plus loin. Quelle perspective fiable on peut faire pour le futur? Ouais, en fait, c'est vrai qu'un des autres points communs avec la situation Covid, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression de naviguer à vue et on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait, de quoi le mois prochain sera fait. Les perspectives, elles sont assez floues pour la suite de l'année, mais on a quand même quelques certitudes. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que déjà la situation actuelle, cette situation de tension, elle va durer au moins jusqu'à fin juin, voire les 2 premières semaines de juillet. Ça, c'est sûr, puisqu'on a des navires qui sont déjà très très pleins sur le mois de juin, des forecasts qui sont toujours très importants. Ensuite, pour ce qui est de la suite de l'année, c'est beaucoup plus flou et beaucoup plus compliqué à prévoir. On a d'un côté les compagnies maritimes qui, elles, nous parlent d'un
d'un potentiel ralentissement à l'été, donc en juillet-août. Mais quand on creuse un peu, en fait, elles n'en sont pas sûres du tout et elles nous disent, on voit un potentiel ralentissement puisque les autres années, l'été était plutôt calme. Et donc, on a l'impression que cette année, elle se rapproche pas tellement des années précédentes et donc c'est compliqué à prévoir. Ça, c'est l'avis des compagnies. Et d'un autre côté, on a l'avis de nos agents qui sont en Chine et donc qui, eux, voient le marché de très près, qui nous disent que eux ne voient pas de ralentissement du marché avant la Golden Week. La Golden Week, cette année, c'est du 1er au 7 octobre. Donc, ça veut dire un été encore très, très fort, quoi. De toute façon, ce qui est à peu près certain, c'est qu'on n'aura pas d'amélioration majeure sur le marché tant que la zone de la mer Rouge est toujours instable et que la route via Bonne-Espérance reste la norme. Et donc, cette situation-là, nous, on estime, et les compagnies maritimes estiment qu'elle va durer au moins jusqu'à la fin de l'année. Vous avez certainement entendu dans la presse la semaine dernière que CMA-CGM recommençait à faire passer certains navires par la zone de Suez. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que CMA-CGM, ça reste l'exception sur ce sujet-là. Ils ont fait passer, je crois, 2 navires pour l'instant. Les autres compagnies ne prévoient pas du tout de réemprunter cette route pour le moment. Et donc, on estime que c'est une situation tendue qui va durer au moins jusqu'à la fin 2024. Ok, très bien. Donc au global, effectivement, la seule certitude, c'est l'incertitude, et c'est ce qui nous engage à vous demander, à vous chargeurs, de vraiment bien anticiper et suivre des recommandations que vous pouvez avoir pour naviguer cette période d'incertitude. Justement, Héloïse, qu'est-ce que tu peux conseiller à nos chargeurs pour naviguer cette situation complexe? Alors, nos recommandations, comme d'habitude, elles sont vraiment de 3 ordres. Il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans, mais je pense que c'est important qu'on se le répète et qu'on se le redise toutes les 2 semaines. Premièrement, en termes d'opération, essayez d'anticiper un maximum vos bookings, c'est-à-dire placer vos bookings le plus en avance possible. En ce moment, on conseille entre 4 et 6 semaines, c'est l'idéal. Je précise qu'à plus de 6 semaines, c'est pas utile puisque les navires des compagnies maritimes ne sont pas ouverts. Donc voilà, il faut vraiment prendre la fenêtre entre 4 et 6 semaines. Et toujours en termes d'opération, c'est une question qu'on nous pose souvent, si on devait choisir une compagnie maritime au-dessus des autres, pour nous, ce serait MSC. MSC, c'est eux qui ont la plus grosse capacité. J'allais dire en ce moment, mais non, c'est eux qui ont la plus grosse flotte. Et ils ont également la plus grosse flotte de conteneurs. Chez MSC, quand vous avez une confirmation de booking, vous avez également automatiquement une confirmation de conteneurs, ce qui n'est pas le cas chez les autres compagnies. Et donc, pour toutes ces raisons-là, MSC est pour nous la compagnie la plus fiable en ce moment. Par contre, je vais vous décevoir, c'est vraiment pas du tout la moins chère. Mais voilà, c'est une compagnie qui est très fiable. Maintenant, les recommandations en termes tarifaires. Ça n'a pas changé depuis 2 semaines. C'est toujours un assez moment pour discuter de contrats long terme avec les compagnies maritimes sur l'import Asie. Aujourd'hui, les compagnies maritimes, elles vont privilégier le yield management, elles vont privilégier les taux chers et donc le spot. Sur juin, vous avez, juin, on va dire juillet, vous avez 3 niveaux de services disponibles. Vous avez les services les moins chers, qu'on appelle nous les services éco, qui sont un FAK tout simple, qui ne vous garantit pas un chargement, mais qui sont souvent le service le moins cher que vous allez pouvoir trouver. Deuxième niveau de service, vous avez le spot. Alors les spots, généralement, ils sont un peu plus chers que les FAK. Ils vous donnent une garantie d'espace et d'équipement, mais par contre, ils sont valides un très très bref laps de temps puisqu'ils viennent avec une garantie d'espace. Donc c'est-à-dire que dès que l'espace n'est plus là, le prix va disparaître. Ces spots, ils sont souvent un peu plus chers que les FAK, mais ils vous garantissent de l'espace. Et enfin, le troisième niveau de service, ça va être le taux premium. Donc là, c'est souvent, on parle souvent de MSC et de ces taux qu'ils appellent les Diamond Tier. Donc ce sont des taux qui sont très très chers, c'est ça, les taux à plus de $8 000 dont je vous parlais. Mais vous avez un embarquement rapide garanti. On peut même se dire que vous pouvez embarquer à 1 semaine ou à 2 semaines avec ces Diamond Tier là, et vous avez une garantie de qualité de service et d'équipement associé. Dernier point, c'est, on pense, le bon moment pour penser aujourd'hui à l'alternative ferroviaire, puisqu'avec les taux de fret maritime qui sont en augmentation, en fait, l'écart de prix entre le train et le fret maritime est en train de se réduire. Aujourd'hui, pour un conteneur sur un train, comptez environ 10 à 11 000 dollars pour un conteneur en import chill. Alors, c'est certes plus élevé que le maritime, mais l'écart se réduit. Et vous avez des préavis de chargement et des transit times qui sont quand même beaucoup plus courts qu'en maritime. Donc, c'est une super bonne alternative. Parfait. Merci beaucoup, Héloïse, pour ce tour d'horizon et tes précieux conseils qui sont vraiment très, très applicables. Je vous invite d'ailleurs à bien poser vos questions en bas à droite de votre écran si ça vous évoque certaines interrogations. On va passer désormais au trade export, à commencer par les États-Unis. Est-ce que tu peux nous dire, Louis, quelle est la situation actuellement vers les États-Unis? Ouais, merci Audrey. Alors sur les US, redonnons tout d'abord un peu de contexte. Le trade est très bas depuis l'année dernière. Il était même sous le seuil de rentabilité des carrières. On a vu plusieurs tentatives de restauration des taux en début d'année, plus ou moins fructueuses. Les taux sont montés légèrement au-dessus du seuil de rentabilité, mais les augmentations restaient vraiment timides et avaient du mal à passer, car la capacité reste quand même largement disponible. La plupart de ces augmentations ont d'ailleurs été décalées, voire supprimées, afin de garder les volumes associés. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le trade est finalement assez résilient malgré les récentes disruptions.
On voit donc les deux qui s'affichent à votre écran. Tout d'abord, le niveau d'eau à Panama pour les services de la West Coast. Pas vraiment d'augmentation des taux. On a Maersk qui a proposé des services de rail entre les deux ports de Panama et même certains carrières qui proposaient des solutions depuis Houston jusqu'à Los Angeles afin d'éviter le canal. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que le niveau d'eau remonte un petit peu et donc plutôt de bon augure pour la suite. À Baltimore, de l'autre côté, pour la côte Est, c'était un port certes majoritairement ro-ro ou même de vrac, mais on s'attendait quand même à un effet de report sur New York ou Norfolk, qui sont les deux ports situés juste à côté. En réalité, quasi aucun impact. On n'a pas vu de congestion ni de hausse des taux. On a l'impression que cet incident n'a même jamais existé. Aujourd'hui, des petits navires peuvent de nouveau passer. On a des services directs comme MSC ou Maersk qui ont repris depuis la Méditerranée, puisque les navires sont plus petits que depuis le Nord. Et même la crise prend fin, puisque le Dali a lui été extirpé des derniers débris métalliques la semaine dernière, et que maintenant il est amarré au port de Baltimore. D'accord, donc une situation capacitaire favorable, un marché stable et résilient. Quelles sont ici les perspectives pour les prochaines semaines? Alors pour l'instant, tout va bien. On voit bien la situation actuelle en Asie. Il faut savoir que les autres trades majoritaires, que ce soit le Transpacifique ou le Transatlantique, ils vont toujours réagir avec un certain décalage par rapport à l'import Asie, souvent 4 à 5 mois après pour les US. C'est pas une science exacte, mais d'expérience, ça a été vérifié vraiment à chaque fois. On peut donc s'attendre à un léger rebond d'ici la fin de l'été. D'ailleurs, ça commence déjà avec une PSS qui est annoncée début juin, qui a été déjà décalée début juillet. Mais voilà, les carrières commencent à se positionner sur des hausses tarifaires. On remarque aussi des PSS qui ont récemment été annoncés sur le Transpacifique. Donc voilà, des retours des carrières sur des hausses tarifaires à prévoir sur les prochaines semaines. Très clair, merci beaucoup. Quelle est ton analyse désormais sur les autres trades export? Alors les impacts de la crise, ils sont assez faciles à voir d'un point de vue géographique. Si on prend tout ce qui va vers l'Est, donc l'Asie, Middle East ou encore l'Afrique de l'Est, c'est des zones qui sont toujours impactées par la crise en mer Rouge. On voit toujours les contingency surcharges qui correspondent donc aux surcharges appliquées par les carrières pour couvrir les récents risques. Si on prend l'export Asie, ça reste un trade toujours simple. Il est juste très long sur cet axe. Le FAK continue de baisser et va même passer sous le niveau des NAC que vous avez pu négocier début 2024. On voit du coup un retour à la situation 2023 qui semble se profiler. Affaire à suivre. En revanche, pour le Middle East, c'est beaucoup plus compliqué. On a eu des retraits de capacité en début d'année. Les services étaient remplis sur plusieurs semaines, mais la situation semble maintenant se calmer. Seulement peu de carrières avaient décidé de maintenir la connexion avec le Middle East via Jeddah. Ils faisaient l'aller-retour par le canal de Suez. On pense à MSC ou CMA. Mais voilà, la situation pourrait changer aussi à tout moment en fonction des choix des carrières vis-à-vis de l'emprunt de la mer Rouge. Et évidemment, nous surveillons ça de près et on vous tiendra au courant. À l'inverse, tout ce qui va vers l'ouest, donc hors USA, puisqu'on a déjà parlé, c'était beaucoup moins impacté. L'Amérique latine, ça reste un marché qui est très stable, un marché assez ouvert d'ailleurs. Les compagnies sont souvent en recherche de volume. Les prix d'ailleurs continuent de baisser afin de les attirer. Et enfin, l'Afrique de l'Ouest, qui est stable également, mais qui dépend de plus en plus des imports directs depuis l'Asie. Cette région va importer de plus en plus depuis la Chine. Et ça va créer des congestions en fait au port, par exemple à Dakar ou à Abidjan, et qui peuvent impacter les surcharges du fret en sortie d'Europe. La principale raison, c'est qu'en fait, les congestions et les frais à l'arrivée sont souvent à payer à l'origine sur l'axe Europe-West Africa. Et du coup, ça va impacter vos surcharges du fret et vous allez payer un petit peu plus cher peut-être en fonction des ports que vous choisissez. D'accord, merci beaucoup Louis pour cette analyse. Ce qu'on en retient, c'est quand même une disparité des situations à l'export. Et donc, on vous invite à connaître au mieux vos marchés, anticiper vos expéditions. Et donc, n'hésitez pas à ce titre à vous rapprocher aussi de votre commercial overseas qui pourra vous faire bénéficier de notre expertise et vous aider à naviguer en fonction de la variété de vos trades à l'export. Louis, as-tu des conclusions, des recommandations sur l'export ? Alors pour finir sur l'export, le problème, je dirais qu'il ne vient pas forcément des capacités disponibles, où il n'est pas nécessaire d'anticiper autant qu'en import Asie, mais plutôt des situations terrestres en Europe. Moi, je vous conseille d'anticiper d'au moins 10 jours ou 2 semaines vos départs, afin de pouvoir gérer vos pick-up et les rendez-vous sur les terminaux, et que ceci se fasse dans les bonnes conditions, surtout si vous faites du multimodal, où ça peut prendre un petit peu plus de temps. En effet, on remarque de nombreuses grèves ont déjà été annoncées pour tout l'été, au Havre et à Fos, déjà jusque fin juillet, début août. Donc attention à ça. Enfin, quel que soit le trade, engagement et régularité vous permettront de vous référencer auprès des carrières et de négocier de meilleurs tarifs et conditions. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est également de vous rapprocher de votre transitaire pour plus de détails, mais n'oubliez pas qu'engagement et régularité sont très importants pour ces trades export.
Exactement, exactement. Merci beaucoup, Louis. J'insiste en effet sur cette notion de régularité et d'engagement. C'est ce qui, nous aussi, en tant que transitaires, nous permet de vous mettre en situation de succès, puisque les engagements et la visibilité sur les volumes nous permettent de négocier dans les meilleures conditions avec les compagnies maritimes et vous apporter des solutions fiables et compétitives. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre commercial pour établir ensemble une stratégie sur l'ensemble du deuxième semestre. On peut tout à fait vous apporter plus de visibilité lorsqu'il y a de la régularité. Passons désormais aux questions. J'ai notamment une question sur le ferroviaire, Héloïse, qui commence à être une alternative intéressante au maritime en import-Asie. Donc la question c'est: bonjour, au niveau du ferroviaire, il reste toujours une problématique éthique du fait de la rétribution financière à la Russie. Y a-t-il d'autres routes alternatives en rail? Ouais, alors tout à fait. Sur la première partie de la question, je pense qu'on va pas spécialement se prononcer sur le côté éthique. Effectivement, la route traditionnelle, enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la route traditionnelle en ferroviaire, elle passe par la Chine, le Kazakhstan, la Russie, et elle rentre, enfin, la Biélorussie, et elle rentre dans l'Union européenne par la Pologne, puis l'Allemagne, puis la Belgique. Et c'est généralement son terminus, à moins que vous souhaitiez aller dans d'autres pays comme la Hongrie ou l'Italie, par exemple. Donc ça, c'est la route traditionnelle pour le ferroviaire. C'est la plus efficace. Je parle en termes de transit time et de volume et de capacité disponible. Il existe des routes alternatives, notamment des routes qu'on a empruntées au moment du gros de la crise, on va dire, entre la Russie et l'Ukraine, qu'on appelait généralement je crois que c'est la nouvelle route de la soie. C'était son nom. Alors, cette route-là, elle emprunte la voie par le sud de la Russie. Et quand je dis par le sud de la Russie, c'est-à-dire qu'elle traverse pas la Russie. C'est une route qui nous a posé quelques problèmes opérationnels, puisque je me rappelle plus exactement de quel pays elle traversait, mais en tout cas il y avait 2 très importantes ruptures de charge sur la mer Caspienne puis sur la mer Noire. Donc je vous laisse prendre une carte, mais vous voyez, si vous voulez passer au sud de la Russie, en fait vous devez traverser ces 2 mers à ce moment-là. Et donc ça fait que cette route elle passait par là, et puis ça passait sur un bateau sur ces 2 mers-là, et puis ça reprenait un train. Donc il y avait des importantes ruptures de charge, et donc c'était finalement une route qui n'était pas très très intéressante au niveau transit time. Et au niveau qualité des opérations. Et donc aujourd'hui, je sais pas exactement ce qu'il en est. On a la chance d'avoir Amélie qui est spécialiste du rail et qui répond dans les commentaires. Donc je vous invite aussi à regarder le chat pour voir s'il y a une réponse un peu plus complète. Mais en tout cas aujourd'hui, nous c'était pas une option qu'on conseillait à l'époque, puisque de toute façon en termes de transit time, c'était pas bien mieux que ce qu'on a aujourd'hui en maritime. Mais ça reste une solution qui est possible. Très clair, merci beaucoup. J'ai une autre question qui a reçu pas mal de votes. C'est une question de Karine sur la situation des grèves au Havre en ce moment. Est-il possible de faire un report sur Anvers ou Rotterdam pour l'export? Alors, très bonne question. En effet, tout est possible. Je vous invite à demander à votre transitaire de vous donner des cotations qui contiennent donc ces schedules. Gardez juste en main que voilà, toute la région qui est à l'est de la France, tout ce qui est le Grand Est, on a des solutions de rail ou de barge pour remonter à Anvers. Après, où que vous soyez en France, vous pouvez toujours partir en camion. Ça vous coûtera juste plus cher. Alors après, à vous de faire l'équilibre entre payer plus cher un camion et éviter tout ce qui est grève, stockage ou autres frais additionnels au Havre. Ça peut valoir le coup de surveiller cette situation et de demander 2 cotations à votre transitaire afin de prendre la meilleure des décisions. Mais c'est des solutions qu'on propose et qui existent évidemment pour tous les clients. Parfait. Donc effectivement, rapprochez-vous de vos transitaires qui peuvent vous apporter des réponses. Une question rapide de Bruno qui mélange un peu les 2 précédentes questions. Au niveau des grèves et du rail, est-ce que le rail en France au départ du Havre est également impacté par les grèves au port? Alors, il pourra être impacté puisque c'est les dockers qui vont réaliser les connexions en fait entre les terminaux et les terminaux rail. Donc, c'est possible. Et en fonction du jour et même des emplois du temps des grèves, il faudra prendre un petit peu d'avance et soit votre conteneur peut passer sans souci ou passer peut-être un peu plus de temps sur le terminal. Donc, attention. Donc restez bien en contact avec votre contact opérationnel qui peut vous renseigner au maximum sur ces sujets-là. Merci beaucoup Louis pour ta réponse. J'ai une question sur la PSS de Isabelle. Bonjour, est-ce que la PSS sera appliquée en juin par MSC? Si oui, depuis quel port? Et quid des autres compagnies, notamment CMA, Evergreen et Yangmin? Alors, le problème, Isabelle, c'est qu'on sait pas tout à fait de quel trade vous évoquez. Donc, je vous propose qu'on réponde sur tous les trades. Comme ça, on est sûr de pouvoir bien répondre à votre question. Je commence par l'import Asie. Alors, est-ce que la PSS sera appliquée en juin par MSC? La réponse est oui,
pas forcément sous forme de PSS, pas forcément sous forme de GRI, mais sous forme d'augmentation de taux de manière générale, c'est sûr. Idem pour CMA, Evergreen, Yang Ming. C'est-à-dire que sur l'import Asie, tout le monde va augmenter ses taux au mois de juin. On a une première augmentation qui est confirmée au 1er juin, donc pour la période du 1er au 15 juin. Et très certainement, alors ça c'est pas encore confirmé, c'est mon intuition du marché, mais très certainement une deuxième augmentation au 15 juin. Donc pour le trade import Asie, oui. Alors ça sera peut-être pas une PSS, mais ça sera une augmentation de taux. Et pour l'export US, alors ça n'a pas encore été annoncé par MSC. Comme vous savez peut-être sur le transatlantique, les régulations du FMC obligent les carriers à annoncer les surcharges avec un mois à l'avance. Donc pour l'instant, jusque mi-juin, je dirais que vous êtes tranquille. Mais en revanche, voilà, ça va être à chiffre de près et une PSS annoncée pour être impactée avec 30 jours de décalage. Très clair. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu un petit bug dans le Wi-Fi. N'hésitez pas à me dire si ça marche pas. On a désormais, ok, merci. Une question de Fiona. Pour les bateaux déjà en transit à destination du Havre, est-il possible de changer vers Anvers suite aux grèves annoncées? Allez, je prends la question parce que je pense que du coup ça concerne plus de l'import étant donné que c'est sur déjà à destination du Havre. Alors oui, tout à fait, c'est une possibilité qui existe. Ça s'appelle dans le jargon un COD, donc Change of Delivery, et donc c'est quelque chose que vous pouvez Change of Destination, pardon. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez demander à votre transitaire et votre transitaire fera la demande à la compagnie maritime. Est-ce qu'il est possible de faire un COD pour tel conteneur? Il faut savoir que c'est un service qui coûte de l'argent, hein, bien sûr. Les compagnies maritimes elles se privent jamais, donc c'est voilà. L'ordre de grandeur c'est entre 100 et 300 euros ou dollars pour un COD. C'est vraiment un ordre de grandeur. Ça va dépendre de la compagnie maritime, de l'origine destination, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc oui, c'est tout à fait possible de le faire si vraiment vous avez un besoin impératif d'avoir votre marchandise à tel jour dans votre entrepôt et que les grèves vous insécurisent, il est possible de faire ça pendant le transit. Parfait. Merci beaucoup, Héloïse. J'ai peut-être moi-même une question à te poser, Héloïse, sur l'import Asie. C'est une question qu'on a souvent de la part de nos clients. On parle beaucoup de sortie de Chine, mais est-ce que la situation est tout aussi tendue en sortie des autres ports d'Asie, et notamment d'Asie du Sud-Est? Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est une bonne question et dans la présentation, j'ai vraiment fait un micmac, on va dire Asie généralement. Mais ça, c'est parce que la situation elle est tout aussi tendue en Asie du Sud-Est. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que aujourd'hui, quand on dit, quand les importateurs importent de la marchandise d'Asie, elles n'importent plus uniquement de la Chine. Il y a beaucoup de pays qui sont énormément développés. Donc le Vietnam, la Thaïlande en premier, mais même le Cambodge, l'Indonésie, tout ça. Donc en fait, aujourd'hui, il y a de la demande qui provient de tous ces pays d'Asie. Et la deuxième raison, c'est que les navires qui touchent la Chine, ce sont les mêmes navires qui vont toucher ou qui vont en tout cas permettre de ramener de la marchandise de ces autres pays-là. Et donc, même s'il y avait que la Chine qui était victime entre guillemets d'une forte demande, bah, ça impacterait les autres pays. Donc, soit il y a un feeder, c'est-à-dire un petit bateau qui va par exemple partir du Vietnam pour aller sur un port chinois pour amener votre conteneur. Et donc là, ça va emprunter le même bateau qu'en un port Chine. Soit c'est simplement le gros navire qui touche la Chine, qui va également toucher plusieurs ports en Asie du Sud-Est, et donc qui va de toute façon avoir la même charge que si vous chargiez depuis la Chine. Donc la réponse courte, c'est oui, tous les pays d'Asie du Sud-Est sont impactés, et il y a également le Japon, la Corée, donc plutôt les pays d'Asie du Nord. Très bien. Une question peut-être pour Louis. On a évoqué aussi tout à l'heure que c'est très compliqué pour les compagnies aujourd'hui de s'engager, notamment sur des contrats, les fameux NAC qui permettent d'obtenir des taux avantageux, et notamment, enfin, sur la partie import Asie aujourd'hui, c'est très difficile sans un engagement fort en volume. Et donc, je vous invitais tout à l'heure, les chargeurs, à vous rapprocher de vos commerciaux pour faire des plans et améliorer votre pouvoir de négociation. Mais qu'en est-il sur l'export? Est-ce que sur l'export, on est toujours en capacité d'aller négocier avec des compagnies des contrats intéressants en fonction des marchandises notamment? Très bonne question, Audrey. En effet, à l'export, ça va être un petit peu pareil. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, les services sont parfois assez disponibles. Et donc, en fait, ce que les carriers vont rechercher, c'est vraiment de la régularité. Ça peut partir de 1 ou 2 boîtes par semaine, même par mois. Eux, ce qui va leur importer, c'est d'être sûr de récupérer un certain volume sur une base mensuelle. Donc, l'engagement qu'on vous demande, c'est pas forcément un contrat écrit, c'est surtout en relation de confiance au début avec votre commercial ou votre transitaire, afin que si nous, on puisse bosser côté procurement sur des relations de confiance avec les carriers. C'est-à-dire que c'est vraiment une confiance qui se transmet d'acteur en acteur. Donc, ça fonctionne de la même façon. Les trades sont certes différents, les volumes pas les mêmes,
Mais voilà, engagement et régularité vous permettront en tout cas pour nous d'aller négocier pour vous les meilleurs tarifs. On a justement sur cette notion d'engagement une question d'Émilie, plutôt sur l'import Asie, que je mentionnais rapidement, mais Héloïse, tu seras bien mieux placée pour donner des détails. La question c'est, bonjour, en import Asie, est-il possible de négocier, neutraliser les futurs PSS avec des contrats, par exemple des NAC de 3 mois? Devons-nous charger ASAP, selon vous, ou devons-nous attendre pour charger? Alors c'est super intéressant, c'est une question extrêmement riche et il y a beaucoup de questions dans cette question. Oui. Donc je vais essayer d'y répondre de manière, on va dire, pas trop longue déjà et structurée. Pour la deuxième partie de votre question, devons-nous charger ASAP selon vous ou attendre pour charger? Ça c'est facile selon moi, c'est maintenant quoi. C'est maintenant dans le sens où les taux vont continuer d'augmenter au moins pour les 2 prochains mois ou pour le prochain mois. C'est-à-dire que les taux vont augmenter en juillet selon moi par rapport à juin. Donc si vous pouvez vous permettre d'attendre plus loin dans l'année, ça vaut peut-être le coup d'attendre. Mais si vous êtes assez pressé pour recevoir votre marchandise, n'attendez pas à charger le plus tôt possible puisque là, ce qu'on voit, c'est que les taux sont en augmentation en ce moment et vont continuer à être en augmentation à la mi-juin puis au début juillet. Donc, n'attendez pas à essayer de charger le plus vite possible si jamais vous êtes relativement pressé, on va dire. Ensuite, sur la partie de négociation et neutralisation des PSS, en fait, tout ça, c'est la question de la contractualisation. Donc, il y a plusieurs choses. Ce qu'on disait, c'est que en ce moment, contractualiser, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est même très compliqué. On a des clients qui ont contractualisé, mais quand les taux étaient bas, c'est-à-dire au mois de novembre, décembre dernier, les taux étaient très bas. Ces clients-là se sont dit, les taux sont, je sais pas, à $1 200. Moi, je m'engage à 1 500. Et pour 2024. Et en fait, ces clients-là, ils ont eu le nez creux puisque aujourd'hui, alors je vous rassure, ils payent pas $1 500, mais ils payent pas $8 000 non plus. Et donc, c'est des clients qui ont réussi à contractualiser quand les taux étaient bas, à des taux un tout petit peu plus hauts que le marché, et qui aujourd'hui se retrouvent vraiment préservés de ces augmentations drastiques de taux. Alors, ils ont quand même pris des augmentations, mais dans des proportions beaucoup moins importantes, quoi. Est-ce qu'il est vraiment possible de neutraliser les PSS? La réponse est non. C'est-à-dire que même les clients dont je vous parlais qui avaient contractualisé en fin d'année, ils ont quand même pris une PSS. Mais c'est peut-être une PSS de $1 000 ou de $1 500. Donc aujourd'hui, c'est des clients qui peuvent payer 3 000, 3 500, $4 000 quand les clients qui n'ont pas contractualisé, ils vont se retrouver à payer 6 500, 7 000, voire même $8 000 pour charger au mois de juin ou de juillet. Donc, il n'est pas tout à fait possible de complètement neutraliser les PSS. Maintenant, il est possible de vraiment les atténuer et d'être, on va dire, d'arriver à lisser le plus possible votre budget import. Donc, la contractualisation, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on pousse. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Et en fait, tout le monde a envie de contractualiser à des taux qui neutralisent les PSS quand les taux sont très hauts. Et en fait, il faut le faire quand les taux sont bas, quand les taux sont en baisse. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre de lisser votre budget. Et nous, on aimerait beaucoup pouvoir vous permettre de contractualiser aujourd'hui, mais les compagnies maritimes, on les connaît, elles sont extrêmement opportunistes. Et en ce moment, soit elles vont vous contractualiser, mais au taux actuel, ce qui, j'imagine, ne vous intéresse pas puisque les taux sont beaucoup trop hauts, soit elles vont vous dire, il faut attendre que le marché soit plus bas pour contractualiser. Et quand le marché est plus bas, il faut pas avoir peur de contractualiser 100, 200, $300 au-dessus des taux spot que vous pouvez payer quand le marché est très bas. Et c'est comme ça que la relation de confiance va se jouer avec la compagnie maritime. Exactement, exactement. Donc en fait, on est aussi dans la pré-anticipation des crises. La contractualisation, c'est quelque chose qui permet d'anticiper plusieurs mois à l'avance, et on encourage vraiment nos clients à le faire et à s'engager auprès des compagnies. Merci beaucoup, Héloïse. Je vais peut-être prendre une dernière question qui est la question d'Irina. Bonjour, pour revenir à la situation en Chine, attendez-vous un retour à la normale de la situation d'ici l'été? Plus de conteneurs vides et plus d'espace? Ouais, alors c'est toute la question des perspectives sur le trade. Là, c'est ce que disait très bien Audrey en fait tout à l'heure, c'est-à-dire que la seule certitude qu'on ait aujourd'hui, c'est l'incertitude. Je peux quand même donner des éléments de réponse à votre question. D'ici l'été, si Irina, vous voulez dire en juin ou début juillet, la réponse est non, et ça c'est sûr. C'est-à-dire que le mois de juin aujourd'hui, il est presque joué. Les navires sont complètement pleins, sauf peut-être la dernière semaine de juin. On estime que en début juillet, ça va être pareil. Donc jusqu'à, on va dire mi-juillet, la situation elle va rester selon nous très très tendue. Pour la suite de l'été, c'est un peu plus flou. On a d'un côté les compagnies maritimes qui nous parlent d'un potentiel ralentissement, mais à la fois quand on creuse un peu avec les compagnies en disant mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura peut-être un ralentissement? Elles nous répondent, généralement sur le marché, il y a un ralentissement à l'été. Et on se dit, oui, mais enfin, cette année, on n'est pas dans le cas général. Généralement, sur le marché, il n'y a pas des taux à $8 000 au mois de juin non plus. Donc, nous, c'est des explications qui nous paraissent un peu floues et pour l'instant, il n'y a rien qui indique vraiment un ralentissement. Et nos agents chinois nous disent que eux, ils pensent que la situation va durer au moins jusqu'à la Golden Week, donc jusqu'en octobre. C'est-à-dire pas vraiment de ralentissement prévu à l'été. Maintenant, la réalité, c'est qu'on observe aussi que des fois, les réalités
le marché est un peu décorrélé de la réalité. On n'arrêtait pas de dire en 2024, il y a de la surcapacité, il y a une crise économique qui va faire que les taux de trade vont rester très très bas toute l'année. Et puis finalement, c'est pas du tout le cas. Donc, j'ai envie de vous dire, on n'a vraiment pas de certitude. A priori, ça va pas se calmer, mais il peut très bien se passer quelque chose sur le marché. Par exemple, la réouverture du canal de Suez, subitement, serait quelque chose qui, la réouverture de cette route-là, je veux dire, serait quelque chose qui pourrait faire dégringoler les taux très très rapidement. Merci Héloïse. J'ai une petite question. Je vais quand même prendre. Il y a 2 questions complémentaires vraiment intéressantes. Il y a une question complémentaire intéressante de Nelly qui nous dit, même en ayant contractualisé avec des contrats NAC à la fin de l'année, nous avons subi une dénonciation de notre contrat de la part de notre transitaire. Est-ce normal? Question très difficile. Ça dépend ce que vous entendez par dénonciation de ce contrat. En fait, vous avez signé un NAC à la fin de l'année, c'est-à-dire un contrat en votre nom avec un taux fixe jusqu'à la fin de l'année. Vous avez pu prendre une PSS sur ce contrat-là, et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de normal. C'est-à-dire que les compagnies maritimes, elles donnent toujours des taux sujets à GRI, sujets à PSS, et le fait d'implémenter une PSS, c'est normal. Ça veut dire que aujourd'hui, si vous avez signé un contrat annuel mais qui a une PSS, soyez certain que, enfin, j'ai pas le détail de votre contrat, mais vous payez certainement moins cher que vos concurrents ou que d'autres chargeurs qui n'ont pas du tout signé de NAC. Donc, appliquer une PSS de $1 000, $1 500, moi, j'appellerais pas ça une dénonciation de contrat. Et ça, c'est quelque chose d'assez normal. Ensuite, ça me permet de rentrer dans quelque chose d'un petit peu technique. Certaines compagnies maritimes imposent ce qu'on appelle un cargo mix, c'est-à-dire qu'elles imposent de donner la même quantité, sous contrat négocié que en FAK. Et parfois, cette quantité-là, elle change. C'est-à-dire que les compagnies maritimes, quand tout va bien, elles nous disent, donnez-nous 50% de NAC, 50% de FAK. Et quand ça commence à devenir un peu rempli, elles nous disent, ah non, là, on prend plus que 20% de NAC et 80% de FAK. Ça, moi, c'est ce que j'appelle une dénonciation de contrat. C'est quelque chose qui est pas fair de la part des compagnies maritimes. Maintenant, c'est quelque chose que nous, en tant que transitaires, ça nous est imposé. Et donc, j'ai envie de vous dire, oui, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pas normal en théorie, mais c'est quelque chose qui arrive sur le marché. Ouais, tout à fait. Par contre, le fait d'annuler purement et simplement un contrat, ça, c'est quelque chose qui ne sera pas normal. Et normalement, votre transitaire ou la compagnie maritime ne doit pas annuler vos contrats. Maintenant, les compagnies, on les connaît, hein, elles sont vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, extrêmement opportunistes. Et j'ai pas le détail de votre situation, mais ça ne m'étonnerait pas tellement qu'il y ait des contrats qui aient pu sauter en cette période-là. Merci Héloïse. Question très votée dans l'Assemblée, donc merci beaucoup. Ça doit effectivement arriver à être un peu fréquent en ce moment, et il faut vraiment se concerter avec les commerciaux, les opérationnels pour trouver des solutions alternatives. On peut toujours trouver des solutions alternatives, mais c'est une période effectivement très très compliquée. Je vais conclure avec une question sur l'export pour Louis. Une question d'Émilie sur l'export Middle East. Est-ce que les compagnies maritimes vont remettre des capacités? Le transit time est de 35-40 jours versus 20 jours avant la crise en mer Rouge. Ouais, très bonne question. Alors, comme l'a dit Héloïse, aujourd'hui, l'impact, les principaux axes, je dirais, des carrières vont être sur l'import Asie. Leurs capacités vont être vraiment reroutées sur ces axes-là. L'export Middle East va donc un petit peu en subir les conséquences, et notamment par le passage de la mer Rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos 35-40 jours correspondent à un passage par le cap de Bonne-Espérance, tandis que les 20 jours d'avant, géographiquement, on voit bien le dessin qui va beaucoup plus vite par Suez. Donc, tant que les carrières ne décident pas de repasser et de réemprunter la mer Rouge pour accéder, je dirais, au tout golfe Persique, je vois pas de retour à la normale. Néanmoins, il y a des services qui fonctionnent aujourd'hui. Vous avez aussi des solutions par Jeddah qui passent par le canal. Donc, il faut vous rapprocher de votre transitaire qui pourra travailler sur différents types de solutions. Mais en tout cas, si vous voulez joindre, je pense à Jebel Ali par exemple, les services passeront par le tour de cap de Bonne-Espérance et donc prendront forcément beaucoup plus de temps. Entendu, bien noté. Merci beaucoup Louis, merci Héloïse pour vos analyses et vos précieux conseils qui sont comme toujours très très applicables. Ce webinaire sera diffusé sur LinkedIn, donc pour tous ceux qui ont manqué le début ou qui souhaiteraient revoir certains des conseils évoqués, surtout n'hésitez pas à le partager également. On vous remercie beaucoup pour vos questions très intéressantes et on espère vous revoir très bientôt pour une prochaine séance. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir.